Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Votre prof, Jean-François Sénéchal, bienvenue à votre cours d'éthique et professionnalisme. Bienvenue à votre podcast. Comment allez-vous cette semaine? Écoutez, cette semaine, c'est spécial. J'ai avec moi, vous savez, j'avais fait un appel à tous. Je pense que je l'avais fait sur Instagram, puis je l'avais fait à l'audio aussi pour savoir s'il y avait un d'entre vous ou une d'entre vous qui accepterait de participer à l'enregistrement du podcast. Et j'en ai un aujourd'hui ici au micro. Je ne suis plus seul dans ma tour. Il est là avec moi. Nicolas Cadieux est là. Oui, bonjour Jean-François, bonjour les autres étudiants. Comment ça va, Nicolas? Ça va très bien, toi? Yes. Écoute, je t'allais lire ta présentation sur les forums, Nicolas. Quatrième année en sciences et technologies des aliments, STA. C'est pas un gros programme, mais il y a quelques étudiants dans le cours. Parcours de technicien de laboratoire, rat de laboratoire amoureux de son sarrau blanc. Vous demandez qui rêve de faire ça. Ben Nicolas rêve de faire ça. Toujours le cas, Nicolas? C'est toujours le cas. Puis dans ses temps libres, Nicolas, gros fan de jeux vidéo, il y en a plusieurs aussi quand je regarde les présentations. Je lis Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, c'est en 3e position. Il y a un top 3 là. 2e, Super Smash Bros. Ultimate. J'ai déjà joué à ça, mais lui, il a un gros team avec son ami Lucario. Ouais. C'est ça? Mon main. Yes, on le salue. Il est pas dans le cours, Lucario. Lucario, non. On le salue là où il est en ce moment. Et son top 1, c'est The Binding of Isaac. Yes. Un roguelike. Je connais pas ça. Non, c'est un jeu C'est vraiment... quoi? c'est un peu vu du dessus comme les anciens Zelda. Puis le créateur du jeu, Edmund Macmillan, c'est un gars vraiment éclaté. Fait que c'est un univers vraiment fou. Puis le but du jeu, c'est de battre des boss. Tu commences, t'es vraiment très mauvais parce que t'as peu de connaissances dans le jeu. Puis c'est la force de tes connaissances qui te fait avancer dans le jeu. Nice, j'ai jamais joué à ça. On peut avoir ça sur n'importe quelle PC, plateforme. console, ouais, tu peux avoir ça sur toutes les consoles, plateformes. Génial. Écoute, je le mets sur ma liste. Là, on verra si un jour je pourrais me lancer là-dedans dans mes nombreux temps libres qui ne sont pas si nombreux. Merci d'être là, Nicolas. Ça va être le fun parce que moi, ça me fait au moins quelqu'un à qui jaser. Puis, ça me fait une oreille attentive réelle. Là. J'imagine que mes étudiants m'écoutent, là, mais là, d'avoir quelqu'un en studio, là, ça va aider tout ça. Ton examen de mi-session, ça a bien été? Ouais, j'ai réussi j'ai fait les 5. Je sais pas si c'est réussi, mais dans le fond, je les ai complétés. Bon, c'est terminé. Pas trop de mots de tête. Non. Je n'ai parlé avec une de mes collègues, puis elle disait que le temps, il passait quand même vite. Faut faire attention au temps. Moi, je me suis dit 45 minutes, t'as 5 questions, ça va se faire. Mais les questions qu'il faut répondre à développement, ça, pour vrai, watch le temps. Parce que. Ouais, ça fait. Il y en a plusieurs qui se font prendre, là, souvent les questions. Puis même les questions à choix de réponse, mes questions, vous allez voir, là, des fois, la prémisse, l'introduction est longue. Juste la lire, ça peut prendre du temps. Donc, 45 minutes, c'est pas, il n'y a pas de temps de trop. Il y en a un peu, là, je m'arrange pour que, tu sais, moi, ce que j'estime, c'est 30-35 minutes, mais c'est sûr que si tu veux faire une très belle réponse bien construite, ça se peut que ça se rapproche du 45 minutes. Puis il reste la correction. Donc, dans ton cas, là, c'est pas moi qui va m'en occuper, c'est Nicolas, un autre Nicolas, mon auxiliaire, qui va s'occuper de corriger tout ça. Puis d'ailleurs, quand vous allez avoir, là je m'adresse à tout le monde, là, quand vous allez avoir déposé votre examen, calculez là, je dirais 2 semaines là, pour que Nicolas ait le temps de corriger tout ça. Là, en tout cas, ça fait partie de mes attentes formulées à l'endroit que j'ai fait à Nicolas. Donc ça s'en vient, on lâche pas, soyez patients, puis ça va se faire. OK, attention Nicolas, Red Alert. C'est votre TP2. Le TP2, il est dû le 1er décembre. Vous allez me dire, 1er décembre, ça s'en vient. Là. Il reste, ça s'en vient, mais il reste 6 semaines. Donc, 6 semaines, c'est 6 week-ends. Puis, si vous travaillez seulement le samedi en équipe, c'est 6 samedis qui vous restent. S'il y en a un qui est jamais là, un samedi sur 2, il vous en reste 3. Faites le calcul, là.
Mais ça va vite. Est-ce que vous avez commencé votre TP2? On a une bonne équipe. On a vu que ça s'est bien fait pour le TP1. Alors, on a confiance. Honnêtement, on n'a pas encore commencé, mais on a vraiment bien travaillé pour le TP1. En tout cas, c'est dans les temps. Là, Ouais. tu sais, je fais une alerte là, juste pour provoquer tout le monde. Là. C'est normal, je pense, de ne pas avoir commencé encore intensément les travaux, mais c'est là. C'est là que ça se passe. C'est là où il faut commencer. En plus, il y a la semaine de lecture. C'est un beau temps, peut-être pour au moins là, relancer les travaux, écrire à tout le monde, puis dire bon, il en reste 6 des samedis, on fait ça quand, puis à quel rythme. D'ailleurs, pour les instructions concernant le TP2, je vais publier ça. Je vais vous faire un épisode spécial ce vendredi, l'épisode 186. Je vais le publier, vendredi, là, je dirais en fin de journée. Comme ça, vous allez avoir l'épisode pendant le week-end. Si vous voulez commencer les travaux, puis vous demandez c'est quoi les instructions, mais les instructions, ils vont être là. C'est des instructions, ça ressemble aux instructions écrites, là. C'est juste que là, ça va être sous forme de podcast. Puis pour vous, ben, quand vous allez le voir, l'épisode ce week-end dans vos épisodes téléchargés, mais vous allez vous dire, bon, ok, j'écouterai pas le podcast, mais c'est peut-être le moment de commencer. Puis je vous suggère d'ailleurs d'écouter le podcast avant de commencer, puis peut-être à la fin, ou si vous ne l'écoutez pas tout de suite, écoutez-le au moins avant de remettre votre document. Des fois, c'est une bonne façon de savoir mais c'est quoi les attentes du prof, les critères. Ça vous aidera à savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez à produire. Donc, la remise, c'est le 1er décembre à 23h59. Encore une fois, 6 samedis, 6 dimanches. C'est beaucoup, mais en même temps, vous le savez, là, ça passe très vite. OK, module 8, Nicolas. De quoi on parle dans ce module? Vous allez le voir. Qu'est-ce que vous devez faire dans ce module? Je vais vous dire ça un peu. Disons déjà que c'est un module qui est très important. C'est un module qui cible l'un des problèmes. Je pense que c'est l'un des problèmes les plus communs dans l'exercice de la profession. On parle du conflit de loyauté multiple. Il y a plusieurs noms là, que dans la littérature, là, puis même dans le discours des éthiciens autour de moi, là, c'est le conflit de chapeau. Souvent, c'est comme ça que c'est nommé. C'est l'idée que vous allez porter plusieurs chapeaux, puis des fois, il faut faire tenir tous ces chapeaux sur une seule tête. Ça peut être compliqué. Il y en a qui parlent du conflit de statut. On verra. Dans le cours, on va l'appeler le conflit de loyauté multiple. Puis, je vais essayer de vous démontrer pourquoi on parle de loyauté. Il y a une loyauté, elle est double. Je vais essayer de la décliner. C'est le problème le plus classique. Puis, je dirais que la question qui est au centre, c'est qu'est-ce que vous devez faire si un patron, ce sera l'archétype, là. Si un patron vous demande de poser un geste qui s'éloigne un peu de vos devoirs et obligations professionnelles. Donc là, on ne parle pas d'une demande qui s'éloigne carrément. Il ne vous demande pas de voler ou de tuer quelqu'un, là, on s'entend. Sinon, c'est plus un conflit de loyauté. Là, c'est un crime, ça se règle aisément. Mais pour vous, là, comment faire sur quoi vous pouvez vous appuyer pour prioriser les intérêts associés à l'exercice de votre rôle? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? C'est quoi les outils si votre patron vous demande de vous éloigner un peu de tout ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Nicolas, qu'un patron te demande de t'éloigner un peu de tes devoirs et obligations associées à ton rôle? Non. Personnellement, moi, ça m'est jamais arrivé ça, à travers mes stages. Je suis assez chanceux, je dirais. C'est parce Puis que un j'ai pas de directeur conflit. de lab, par exemple, qui te demanderait de poser un geste qui s'éloigne un peu de ce que tu t'attends de ton rôle. Tiens, je vais te donner des exemples. Qui te demanderait de refaire une expérimentation parce que ça concorde pas avec ses attentes ou hypothèses, qui te demande d'ajouter son nom sur un article qui n'a pas rédigé. Pas à toi, là, on te commettra pas, là, mais autour de toi, c'est-tu le genre de choses que tu peux entendre? Non, moi, j'ai pas été témoin de ça, de refaire des analyses parce que le résultat était pas bon. C'était très... c'est pas bon, le produit rejeté.
c'est assez dans la bonne façon de faire. Puis, concernant l'autorat, tout ça, as-tu remarqué autour de toi des pratiques originales, je dirais? L'autorat, le nom des auteurs d'un article, l'ordre des auteurs d'un article. Non, ça non plus, j'ai rien trouvé de choquant, mais une affaire, là, parce que là, j'y pense, lien à l'environnement, comment jeter nos résidus. Ouais. Ça, des fois, il faut vraiment être prudent, puis ça coûte plus cher rejeter des produits qui contiennent du chlore, par exemple, que certains autres produits. Fait que c'est vraiment... tu sais, ce serait vraiment mal fait de jeter des produits chlorés dans un solvant qui n'est pas indiqué chloré. Ça m'est déjà arrivé de rejeter des produits. Ah, c'est pas très concentré en chlore, on va le mettre dans les autres déchets. C'était une demande du patron? Ou... C'était selon la procédure. OK. Ouais. Ben, c'est dans ces eaux-là là, qu'on va aller. C'est sûr que pour vous, là, ce sera important, puis là, je m'adresse à tout le monde, d'avoir une idée en tête. Là. Si vous voulez comprendre de quoi je parle, vous devez faire au moins cet effort-là intellectuel, là, c'est-à-dire vous m'écoutez, mais en même temps, appuyez sur pause, puis pensez à un exemple dans votre vie où un patron vous demanderait, ou vous a déjà demandé de vous éloigner juste un peu de vos devoirs et obligations. Là, ici, c'est pas professionnel, mais disons des attentes ou de vos devoirs qui sont liés à votre rôle. Hein, ça dépend où vous avez travaillé, là, mais ça doit ressembler à ça. Puis dans l'exercice de votre profession, le conflit de loyauté, essayez de vous imaginer un patron qui vous demande de poser un geste qui s'éloigne un peu de vos devoirs et obligations professionnelles. Puis là, vous êtes pris avec les deux rôles. Puis les deux rôles sont les suivants. D'abord, tu as un contrat de travail. Tout le monde, vous allez avoir un contrat de travail. Si vous travaillez dans n'importe quel milieu, d'abord, un contrat de travail. Donc, si vous avez signé un contrat de travail, vous devez allégeance à votre employeur. C'est ça, là. Vous avez signé un contrat de travail, il y a deux signataires en bas. Il y a vous, puis il y a votre employeur. Puis ce qui est au-dessus du contrat, là, c'est les lois entre les deux parties. C'est ça un contrat, là. Quand on signe un contrat, tout ce qui est au-dessus, ce sont les lois. C'est des lois, là. C'est pas n'importe quoi. C'est ça, la loi contractuelle. Ce sont des lois entre vous. Vous avez signé tous les deux. Puis c'est pas rien un contrat de travail, là. Quand vous signez votre contrat de travail, vous dites à votre employeur, j'accepte de me soumettre aux lois qui sont citées au-dessus. Puis les deux, vous signez ça. Donc, vous êtes liés intensément par le contrat de travail. Ça, c'est le premier pôle. Puis l'autre loyauté, c'est que d'une part, vous avez aussi des obligations envers votre profession. Hein, on a parlé du code des professions. Vous allez faire, pour plusieurs dans la classe, ils vont faire une promesse à un ordre professionnel. Vous, l'ordre des chimistes, est-ce que c'est quelque chose que vous avez anticipé, envisagé ou... Non, pas vraiment. Avec mon parcours de technique au cégep, quand tu es technicien de laboratoire, tu n'es pas un chimiste. Un chimiste, c'est quand tu vas faire le baccalauréat à l'université. Fait qu'en tant que technicien, on n'est pas obligé de rentrer dans l'ordre. Excellent. Puis ça donnera aussi parce que c'est pas tous les étudiants dans le cours là, qui se dirigent vers un ordre professionnel. Puis ça vous permettra de voir aussi la différence, puis peut-être les outils qu'une personne qui fait partie d'un ordre professionnel, il y a des outils de plus. Puis ceux qui font pas partie d'ordre professionnel, ils ont des outils, logiquement, de moins. Vous allez voir un petit peu la distinction. Moi, je disais qu'il y avait d'abord un contrat de travail. Ça, tout le monde l'a. Mais une promesse envers un ordre professionnel, c'est pas tout le monde qui l'a, là. Ça, ce sont les professionnels. Si vous faites partie d'un ordre professionnel, vous avez ça. Vous avez l'obligation de suivre votre code de déontologie professionnelle. Puis, vous avez vu dans la structure, là, ça relève du ministre, de la ministre responsable du système professionnel. Puis, ça relève de l'Assemblée nationale. Donc, ça fait partie aussi de la loi, là. Vous voyez la tension, là? D'une part, j'ai mon contrat de travail, puis d'autre part, j'ai un système aussi fort, sinon plus, qui est mon code de déontologie professionnelle. Donc ça, c'est la principale tension. Puis dans ton cas, bon, encore une fois, là, ça fonctionne, tu as un contrat de travail, mais c'est ça, tu as fait une promesse à ton employeur, mais tu n'as pas vraiment de promesse envers un ordre professionnel. Puis on pourrait se dire, c'est plus simple. En effet, c'est plus simple. J'ai juste un contrat de travail. Mais on va voir que les recours, il y en a moins. Là. Si un patron te demande de faire quelque chose,
tu fais ce qu'il te demande de faire dans la limite de ce qui est criminellement admissible, là, on s'entend. Mais pour un professionnel, c'est ça, là, il y a 2 statuts, 2 loyautés. Employé, donc assujetti à son employeur. Puis de l'autre côté, ben, le professionnel en sciences et génie, puis avec les idéaux de la profession, puis les idéaux de la recherche en sciences et génie. Puis la question, c'est quoi faire devant un conflit de cet ordre-là? Là? Si je suis pris avec mon allégeance envers mon employeur et de l'autre côté, mon allégeance envers mon ordre professionnel, ben, c'est quoi que je dois choisir? Je la sens, là, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais choisir ou je suis pris avec tout ça? Est-ce que tu comprends ce que je raconte? Là? Des fois, je vais aller vers toi là, pour être sûr que tu me suis. Tu comprends je bien? représente les étudiants. Ouais. L'attention, tu vois bien? Oui. Bon, puis évidemment, toi, quand ça se passe, disons, si ça se passerait comme pour toi dans l'exercice d'une profession, disons, toi, évidemment, là, tu dirais non à ton patron. Exact. Je suivrai la profession. C'est sûr. Hein? Ben, assis derrière un micro, oui, mais sur le terrain, je sais pas. On y reviendra un peu plus tard. Là, la pression d'autorité, on a un module là, sur pression d'autorité, pression de groupe. On verra que c'est pas si simple. Est-ce que tu as déjà contesté l'autorité d'un patron, Nicolas? Non. Non. Bon. Fait que ça fait partie de nos enjeux là, du module, je pense que c'est le module 9 ou module 10, les pressions d'autorité. On verra que c'est pas simple. Alors, on aimerait dire non à un patron quand on a l'impression que ça s'éloigne de nos devoirs et obligations professionnelles, mais vous allez voir que la pression d'autorité, c'est fort, puis on a plutôt tendance à faire le contraire. Puis pour un professionnel, ben ça peut devenir problématique parce qu'il a les 2 rôles. Hein? Déjà, là, il faut reconnaître au moins qu'il y a 2 rôles. Puis vous allez avoir dans le module 8, il y a plusieurs pistes d'ailleurs, dans vos TP1, là, si vous avez un problème qui ressemble à ça, là, un patron qui prend un petit peu trop de place puis qui fait des demandes limites, là, je dirais, là, mais vous allez avoir dans le module 8 plusieurs pistes de solutions pour résoudre puis des arguments normatifs sur lesquels vous appuyez pour trancher là, si le problème ressemble à ça un peu. Donc ça va se passer dans le module 8. Puis les outils sur lesquels, si un jour vous souhaitez dire non à un patron, les outils dont vous disposez, ben moi je vous dirais que les outils normatifs que je vais expliquer en classe, il y en a 3. Il y a 3 façons pour un professionnel de dire non à un patron en s'appuyant sur quelque chose de solide. Si vous n'avez pas à dire non à un patron, ben le problème il se pose pas là. Mais si vous avez à dire non à un patron, vous souhaitez dire non à un patron, ben il y a 3 outils. Le premier, c'est la loi. Hein? C'est pas pire comme argument, là. C'est-à-dire que ton patron te demande quelque chose, puis tu le regardes ou tu lui réponds par courriel, ben désolé, mais non. Il y a des lois qui me contraignent à me conformer à mes devoirs et obligations professionnelles. C'est un document normatif qui vous demande même de prioriser vos devoirs et obligations professionnelles. Est-ce que tu as une idée dans quel document que ça peut se retrouver, ça? La loi? Dans quel bout de la loi on peut retrouver des traces, un document normatif important qui vous dirait que vous devez prioriser vos devoirs et obligations professionnelles? Moi, je dirais sur un site gouvernemental. Non, c'est un code précis. Ah, de déontologie? C'est le code des professions. Ah. Ben oui, je ne vais pas te piéger, là, je veux mettre les étudiants dans la même situation que toi. C'est le code des professions. C'est lui, le gros code, c'est lui l'outil normatif qui donne des outils aux professionnels qui souhaiteraient dire non à un patron, parce que dans le code des professions, c'est mentionné que les professionnels ont des devoirs et obligations professionnelles. Puis c'est même mentionné que les employeurs qui embauchent des professionnels ont l'obligation
de s'assurer que leurs professionnels respectent leurs devoirs et obligations professionnelles. Donc ça, c'est écrit dans la loi. Si un patron vous demande le contraire, ben, vous pouvez y répondre. Ben, désolé, mais dans le code des professions, on dit le contraire. On dit que je dois me soumettre à mes devoirs et obligations professionnelles, puis voici ce que mes devoirs et obligations disent. C'est fort, ça. Oui. Ben, en tout cas, pour moi, si je suis un patron, puis on me répond ça, c'est sûr que ça demande un peu de courage d'écrire un patron, mais ça peut se faire. Si vous souhaitez le faire, il y a des arguments là. Le deuxième, c'est donc on a la loi et on a aussi la jurisprudence. Si je dis jurisprudence, est-ce que c'est un mot de vocabulaire que tu es à l'aise avec ça? Jurisprudence. C'est quoi pour toi? Ça, j'adore ça, là, parce que je pose ces questions-là. Des fois, moi, je dis des mots, puis je présume que tout le monde comprend. Puis là, je dis jurisprudence, puis là, je te vois hésiter. Ouais, jurisprudence, c'est pas... tu pensais que c'était bien, genre tu le faisais dans un certain contexte. Dans ce contexte-là, c'est bien, mais dans d'autres contextes, c'est mal. Un peu. C'est-à-dire que c'est un peu ça, mais au niveau légal. C'est-à-dire que c'est un juge qui est en train de dénoncer son jugement, puis qui publie son jugement. Ça, on va parler, ça, c'est des jurisprudences. OK? C'est des jugements des juges qui expliquent justement, c'est à ça que ça sert, expliquer son jugement. Là. Le juge, dans son jugement, il explique, voici les lois dont on a tenu compte, puis voici comment j'ai interprété les lois face au cas qui m'a été présenté. Donc ça, c'est ça aussi. Dans certains cas, ça je reprends ce que tu dis, le juge peut dire, dans certains cas, c'est bon, la personne aurait bien fait, mais pas dans le cas qui m'a été expliqué, puis voici pourquoi. Puis là, il explique la logique, puis la rationalité derrière son jugement. Mais c'est ça, une jurisprudence en droit, là, c'est un jugement énoncé par un juge, publié sur des sites. Là. Dans le cours, je vous ai donné quelques outils là, pour trouver des jugements en cours. Donc, Sokige, j'en ai parlé. Canly, c'en est un autre. Là. Tous les jugements sont publiés. Puis à chaque fois qu'un juge rend jugement, il publie, ça fait partie du domaine public, il publie son jugement, puis ça fait partie de la jurisprudence. Puis à toutes les fois que vous vous posez une question où il y a des enjeux juridiques, vous pouvez vous demander c'est quoi la loi, mais aussi comment un juge interprète la loi, ou est-ce qu'il n'y a pas des cas similaires à moi où je peux trouver un jugement puis qui me permettrait d'éclairer un petit peu mon problème. Donc ça, vous pouvez faire ça pas juste dans ce cours-ci. Là. Si vous avez un problème avec votre propriétaire, un propriétaire d'un logement, là, OK, ben c'est quoi mes droits, c'est quoi les lois qui me défendent. Puis un cas comme ça, là, un propriétaire qui fait pas telle chose ou qui fait telle chose, ça se retrouve devant un juge, à quoi ça ressemble l'interprétation du juge, mais ça, vous allez fouiller dans la jurisprudence. OK? Puis ça, la jurisprudence, pour les professionnels comme vous, bientôt, pas nécessairement dans votre cas, mais dans le cas de plusieurs des étudiants, mais la jurisprudence, à chaque fois qu'un professionnel se pointe devant un juge pour dire « Mon patron m'a demandé de poser un geste. J'ai refusé parce que ça contredisait mes devoirs et obligations professionnelles. » À chaque fois que ça se passe devant un juge, le juge lui donne raison. C'est-à-dire que tu as bien fait. Non seulement tu as bien fait, mais je vais sanctionner l'employeur. Puis en plus, je vais lui donner des sanctions supplémentaires. Tu as perdu ton boulot. Si tu as perdu pendant 6 mois ton boulot et tu n'avais pas d'emploi, je vais lui demander de te rembourser un salaire. Même les avantages financiers que tu as perdus pendant tu n'as pas eu de promotion, tout ça, là, ça peut être monnayable, puis je vais te donner raison. Donc, à chaque fois que ça se passe devant un juge, puis le cas contraire aussi, là, si disons, un patron vous demande de vous éloigner de vos devoirs et obligations professionnelles, puis ton patron te demande ça, puis tu fais juste dire au patron, OK, je vais le faire. Puis là, plus tard, on démontre que non, tu n'aurais pas dû écouter ton patron, tu aurais dû suivre tes devoirs et obligations professionnelles. Puis là, ça se retrouve devant un juge. Puis là, devant le juge, vous dites, ben, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, là. C'est mon patron qui m'a demandé de faire ça. Ben, à chaque fois, là, dans ce cas précis, le juge donne tort. Il donne tort, là, c'est-à-dire qu'il va dire au professionnel, non, tu n'aurais pas dû dire oui à ton patron dans ce cas-ci. Tu aurais dû
invoquer tes devoirs et obligations professionnelles. Tu peux pas juste te dédouaner de tes responsabilités en disant c'est le patron qui m'a demandé. Tu as des outils supplémentaires. C'est inscrit dans le code des professions que tu dois prioriser tes devoirs et obligations professionnelles. Donc ça, on a 2 outils, là. La loi, la jurisprudence. Puis la troisième, c'est la doctrine en droit. Est-ce que tu sais c'est quoi la doctrine maintenant? C'est quoi la doctrine? J'adore ces silences-là. Là. C'est concret. Puis je vais vous l'expliquer. La doctrine, c'est des experts. Là, dans mon cours, là, je donne mon cours au pavillon de Coninck. Là, les juristes qui sont derrière moi, là, c'est eux qui font la doctrine. C'est-à-dire qu'ils ils connaissent les lois, ils connaissent la jurisprudence. Puis ce sont des intellectuels qui analysent les lois, analysent la jurisprudence, puis qui en font des textes académiques. C'est ça la doctrine. Puis les experts, comme ceux que je viens de vous les dépeindre, là, ceux qui connaissent la loi en matière de les lois professionnelles, ceux qui connaissent la jurisprudence, qui encadrent les professionnels, les deux premiers que je vous ai donnés, mais les experts de tout ça, les profs universitaires qui prennent le temps de réfléchir à tout ça, ben eux autres aussi, ils disent la même chose. Ils disent, si on demande, on a lu les lois, on a regardé la jurisprudence, puis le constat qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'un professionnel dans l'exercice de sa profession, si on lui demande de s'éloigner de ses devoirs et obligations professionnelles, non seulement il a le droit de dire non à un patron, mais il a le devoir de dire non à un patron. Donc ça, c'est les 3 principaux arguments. Puis je vous invite à faire la même chose dans vos TP2. Si vous avez un patron dans votre TP1, là, un patron qui vous demandait dans votre TP1 de vous éloigner un peu de vos devoirs et obligations professionnelles, mais les arguments là, qui vous permettent de dire non au patron, là, les arguments normatifs, la loi, donc trouvez les lois, puis entre autres dans les lois, il y a votre code des professions, la jurisprudence. Allez fouiller dans les jugements pour voir un professionnel dans ma situation, là, à quoi ça ressemblait, puis c'est quoi le jugement qui a été rendu. Puis, dans la doctrine, les experts, ils pensent quoi de ce genre de situation-là. Puis ça, ce serait vos 3 arguments sur lesquels vous appuyez. Puis toi, si tu es dans un laboratoire, on va retourner à toi. Toi, si tu es dans un laboratoire, puis ton patron, disons que ton directeur de lab te demande de apposer son nom sur un article auquel il n'a pas participé. Ben, c'est quoi tes recours? Admettons que je suis un professionnel. Oui, tu es en train de travailler dans son laboratoire. Même pas un professionnel. Disons, toi, là, tu fais pas partie d'un autre professionnel. Ça va nous permettre de comparer les deux. Tu es dans un laboratoire, puis ton directeur de lab te dit, tu vas apposer mon nom sur un article, puis toi, dans ta tête, tu te dis, mais il n'a même pas participé à la rédaction de l'article. C'est quoi tes recours? Ben, il a confronté le patron, essayé de faire changer d'idée. Là, il a l'air très convaincu qu'il veut son nom sur l'étude malgré tout. Alors, j'ai pas de recours d'ordre. Le seul qui me reste, c'est devant un juge. C'est devant un juge. Oui. Bon, on est là. C'est-à-dire que là, les recours sont où? Là? C'est pour ça que c'est important de... Les lois, par exemple, si on regarde les lois qui te défendent, c'est quoi? Pas pour un professionnel, pour quelqu'un dans un lab. Ouais. Les lois pour les personnes les règles pour les personnes qui travaillent dans... On s'éloigne un peu, là, mais ça me permet aussi de cibler d'autres étudiants qui s'en vont en recherche. Là. Les lois qui encadrent la recherche, sont où? Ben, il y en a. C'est sur la propriété intellectuelle, sûrement. Propriété intellectuelle, peut-être, mais c'est qui t'impose des lois quand tu fais de la recherche? Qui te dit quoi faire? Qui peut t'imposer des normes, là? Il y a ton patron. Ton patron, parce que tu as un contrat de travail. C'est ça. On le voit, ça marche encore. C'est ton patron qui a ses lois, il y a le contrat de travail, puis il n'y a pas d'autres normes? À part générale protection du public. Non. Là, tu vois, les normes, là, puis ça,
c'est propre de ceux qui font de la recherche. Puis t'es pas, moi, je pose ce même genre de questions-là à des chercheurs, puis ils le savent pas non plus. C'est-à-dire que les normes en recherche, elles viennent de 3 places. Là. Elles viennent de l'institution où tu travailles. Donc, si tu travailles à l'université, mais l'université impose des normes, puis impose des règles, puis tu dois les suivre. Les bailleurs de fonds, ceux qui te donnent de l'argent, ben, on te donne de l'argent, on va te donner 35 000 par année si tu veux faire un doc, là. Mais il y a des normes à respecter. Puis parmi les normes, il y a des normes en matière de conduite responsable en recherche, intégrité en recherche. Puis là, tu as des normes là, qui te disent, entre autres, sur tu ne dois pas apposer le nom d'une personne qui n'a pas contribué. Donc ça, c'est les normes. Ça, il faut que ça devienne un réflexe, là. Si un patron te demande de poser un geste, tu as l'impression que ça s'éloigne un petit peu de ce que on s'attend de toi, ben les normes, ça peut être un bon recours, là. Donc, ça vient des... puis là, je disais qu'il y avait trois pôles. Ça vient de l'institution qui t'impose des normes. Ça vient des bailleurs de fonds, donc ceux qui te payent. Puis, ça vient... troisième... c'est les périodiques dans lesquels tu vois les revues scientifiques, dans lesquelles tu souhaites publier. Ben, eux autres aussi ont leurs normes. Donc, si tu souhaites mettre le nom de ton patron, puis tu veux publier dans Nature, ben Nature vont te dire dans leurs règles, tous les auteurs ont dû contribuer substantiellement au design des expérimentations. Ils ont dû participer à la rédaction de l'article, puis ils assument la responsabilité de tout ça. Donc là... tu ne respectes pas les normes de la revue dans laquelle tu souhaites publier, là, si tu mets le nom de l'auteur. Donc ça, c'est un réflexe, mais c'est sûr que dans ton cas, tu ne peux pas t'appuyer sur le code des professions qui te dirait, non, tu t'éloignes de tes devoirs et obligations professionnelles qui sont explicites. Dans ton cas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de recours, mais ça veut dire que là, ça devient différent. Il faut connaître les recours. T'es pris avec ton directeur. C'est pour ça que ça donne des fois des petites tensions dans certains laboratoires pour des étudiants aux études supérieures, là, où le directeur, il a non seulement une autorité intellectuelle forte, mais une autorité légale aussi forte. Tu es pris avec lui par un contrat de travail. En même temps, tu es étudiant. Tu es dans une position délicate et vulnérable. Donc, ça peut créer des tensions qui n'existent peut-être pas dans la profession ou dans la profession, mais non, tu as un code de déontologie, tu as le code des professions, tu as un ordre professionnel derrière toi. Tu as beaucoup de recours là, pour te donner beaucoup d'autonomie face à ton patron. Donc voilà, c'est ça, un conflit de loyauté. Est-ce que tu vois les 3 recours pour un professionnel que j'ai expliqué? Est-ce que disons, on se replace dans la peau du professionnel. Je suis un professionnel en sciences et génie. Mon patron me demande de poser un geste qui s'éloigne un peu de nos devoirs et obligations professionnelles. Je souhaite contester. Oui. Je peux m'appuyer sur quoi? 3 choses. Il y a la loi, il y a la jurisprudence, puis il y a la doctrine. Bravo. Excellent. Mais tiens, ça va être notre indice de la semaine. Attendez, je vais mettre mon petit son, là. Vas-y avec l'indice. Donc, l'indice de la semaine que je veux recevoir par courriel, c'est la loi, la jurisprudence et la doctrine. Excellent. Yes, on a fait en plus notre indice. Puis pourquoi je vous parle du conflit de loyauté, Nicolas, dans le cours? C'est parce que pour les professionnels, le conflit de loyauté, non seulement c'est un problème commun, mais c'est-à-dire que ce qui est délicat, c'est qu'aujourd'hui, même si la loi, je vais le reprendre, même si la loi, la jurisprudence, la doctrine vous demande de respecter votre allégeance envers votre ordre professionnel, ben la réalité, ce qui se passe sur le terrain, là, concrètement, c'est pas exactement ça qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, c'est que, c'est pas la première fois que je te le dis pendant le cours, là, c'est que votre identité professionnelle, elle s'effrite. L'identité professionnelle, c'est ça, là, l'identité professionnelle. C'est le fait que vous vous sentez tellement proche de votre profession que vous allez prioriser vos devoirs et obligations professionnelles. Ben ça
ça s'effrite. Puis lorsque vous allez faire face, là je parle à tout le monde, là, lorsque vous allez faire face à un conflit de loyauté sur le terrain, ce qu'on voit, c'est des professionnels qui, parce que leur identité s'effrite, ben ils vont plutôt se ranger du côté de l'employeur. C'est-à-dire que, OK, j'ai des devoirs et obligations envers mon employeur parce que j'ai un contrat de travail. J'ai des devoirs et obligations professionnelles envers mon ordre professionnel, mais mon identité professionnelle, elle a perdu des plumes au cours des dernières années. C'est pas conscient là, ce qui se passe, là, mais c'est inconscient. Puis donc, ben moi, finalement, j'ai surtout des devoirs et obligations envers mon employeur. Puis, d'ailleurs, dans le cours, je vais vous donner à lire le rapport Bégin, Rondeau, Marchand. As-tu lu ce rapport-là? Il était en lecture au module 7. Est-ce que tu l'as lu? Non, je me suis concentré sur les 6 premiers modules pour l'examen. Bon, voilà. Mais vous allez devoir le lire au module 7. Puis dans le rapport, vous allez voir la citation, là, on dit qu'après 1 an, okay, les professionnels, dès que ça fait 1 an qu'ils exercent leur profession dans le monde du travail, là, après 1 an, les jeunes professionnels restent, là je le cite, là, les jeunes professionnels restent conscients de leurs devoirs et obligations envers leur patron, mais ne mentionnent plus leurs devoirs envers la société. Après 1 an seulement. Là. Donc ça fait partie des défis concrets du monde de l'exercice de la profession, du monde professionnel. Les professionnels sont formés, font une promesse, se mettent une petite bague au doigt, puis après 1 an, oublient la pertinence ou l'objectif même de ces ordres professionnels, puis de la bague qu'ils ont au doigt. 1 an. Hein? C'est tout ce que ça prend. Là. Ce que ça veut dire, c'est qu'à la toute fin du cours, là, à la toute fin de mon cours, votre identité professionnelle, elle va être à son plus fort. Là. C'est vous dire à quel point ça sera pas si élevé que ça, là, mais après 1 an, ça va avoir disparu. Puis c'est ça le cœur du problème, c'est que pour reconnaître un conflit de loyauté, il faut être capable de reconnaître la pertinence de 2 identités. L'identité d'employé, donc ça, c'est facile, puis ça dure. J'ai un contrat de travail, puis j'ai des devoirs et obligations envers mon employeur, puis je suis un employé, j'ai signé un contrat de travail, ça dure. Mais pour qu'il y ait un conflit de loyauté, pour que vous soyez capable de le voir, il faut être capable de reconnaître l'autre identité. C'est-à-dire que vous êtes un professionnel, vous faites partie d'un autre professionnel, vous avez des devoirs et obligations professionnelles. Puis si vous êtes capable de voir les deux, vous êtes capable de reconnaître un conflit de loyauté. Puis là, en ce moment, ben là, vous êtes capable, parce qu'on l'explique, parce qu'on en parle, vous voyez le conflit de loyauté, puis vous reconnaissez ces 2 identités. J'ai 2 rôles. Puis les étudiants à distance, là, vous dites, ben c'est facile, là, je comprends. Là, j'ai 2 rôles. J'ai un rôle envers mon employeur. J'ai un rôle envers mon ordre professionnel. Puis c'est ça. Il y a un contrat de travail d'un côté. Il y a le code des professions de l'autre côté. Ça marche, ça fonctionne. Mais sociologiquement, ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que, c'est un peu ce que je disais un peu plus tôt, c'est que vous avez, parce que votre identité professionnelle s'effrite, il y a un pôle du conflit qui prend toute la place. C'est l'identité liée à l'employeur. Donc, tranquillement, mon identité propre va se fondre avec celle de mon employeur, puis mon identité professionnelle, elle disparaît. Puis même si je travaille bien fort dans ce cours-ci, là, vous me voyez depuis le début de la session, mais je vous raconte l'histoire du professionnalisme, puis je vous raconte tout ça, puis je travaille, puis là, je vous explique le système professionnel, puis là, je vous rappelle que vous avez des lois qui vous demandent de faire tout ça, puis de donner votre allégeance à votre ordre professionnel. Je travaille là-dessus, mais à la fin du cours, en fait, 1 an plus tard, il restera pas grand-chose de tout ça, sociologiquement. Là. Puis le problème, il est important parce que si vous oubliez votre identité professionnelle, ben la loi, la jurisprudence, ça reste là. C'est pas parce que vous vous en souvenez plus, c'est pas parce que vous êtes en train d'exercer votre profession puis vous aimez donc votre employeur, puis tranquillement votre identité personnelle s'est confondue avec l'identité de votre employeur, même si ça c'est devenu fort, ben la loi puis la jurisprudence, elle, ça dure. Là. C'est-à-dire que la loi vous dira
même si vous l'avez oublié, vous devez allégeance à votre ordre professionnel. La jurisprudence vous dit la même chose. Puis si, dans un concours de circonstances, vous oubliez ça, ou même, c'est même disparu de votre radar, là. La plupart des professionnels, là, éventuellement, ça disparaît carrément de votre radar. L'employeur me demande de poser un geste. Puis, OK, ça s'éloigne un peu de mes devoirs et obligations professionnelles, mais je m'y sens zéro attaché. Ça veut presque plus rien dire pour moi. Mais ce qui se passe, c'est que je vais juste me conformer aux devoirs, à mes obligations envers mon employeur. Pourquoi? Ben parce que ça permettra d'atteindre des intérêts privés de mon employeur, faire un petit peu plus de profit, être un petit peu plus efficace, puis tout ça. C'est ça qui se passe, là. Puis c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'un conflit de loyauté, ça peut juste exister dans une tête qui reconnaît les deux identités. Puis en ce moment, là, je vous vois me regarder, vous voyez les deux identités. Mais dans 1 an ou 2, ça sera non seulement, ça va être difficile de reconnaître la pertinence de ces deux identités, ça sera vraiment difficile pour vous de décider de prioriser l'identité professionnelle. Ce qui va se faire, c'est que l'identité professionnelle risque de prendre le bord. Vous allez prioriser l'identité corporative peut-être, ou l'identité propre à votre employeur. Puis ça va se faire au détriment de vos devoirs et obligations professionnelles qui, eux, sont balisés, encore une fois, par la loi, la jurisprudence. Est-ce que ça fait du sens pour vous, ce que je raconte, Nicolas? Oui, je trouve ça... de prendre conscience qu'il y a une date d'expiration un peu à la deuxième identité, c'est un bon point, un peu. Pas se dire que les étudiants, ils le savent, puis ça va durer pour la vie. C'est mon rôle, je le vois avec beaucoup d'humilité, là. C'est-à-dire que je sais ce qui se passe. C'est-à-dire que je vous l'enseigne, je vous montre la pertinence, je vous raconte l'histoire, je vous montre les normes, je vous montre... Mais je le sais aussi, pour en l'avoir étudié, que sociologiquement, ce que j'enseigne, ça s'effrite dans les prochaines années. Dans 2 ans, vous allez avoir oublié tout ça. Dans 5 ans, vous allez m'avoir oublié. Puis, votre identité professionnelle... À moins de vous impliquer autrement, je ne dis pas que c'est une fatalité, mais s'il n'y a pas d'efforts conscients qui sont faits pour maintenir, faire progresser, faire croître votre identité professionnelle, si ça ne vient pas de vous ou de votre ordre professionnel, il y a aussi les deux, là. C'est une belle danse à faire à deux, mais s'il n'y a rien qui est fait, ben, il ne restera plus grand-chose de ce conflit de loyauté. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des problèmes qui ressemblent à des conflits de loyauté, mais vous serez plus capable de reconnaître que c'est un conflit de loyauté. Voilà, Nicolas. C'est tout. Je suis passé au travers. Tu as passé au travers. Merci de... Est-ce que tu as aimé ça, ton expérience au micro? Oui, c'est ça. J'étais curieux de voir comment on enregistre un podcast parce que je suis un grand fan de podcasts, puis j'ai apprécié. Ben, ça ressemble à ça. C'est sûr que là, c'est un peu plus unidirectionnel comme podcast. Puis c'est ça. Là. Ben, en tout cas, moi, ça me sert aussi à avoir quelqu'un avec moi en studio. Mais ça vous donnera aussi des outils pour, je sais pas, faire un podcast. J'ai déjà coaché plusieurs étudiants là, pour, si ça vous tente de faire des podcasts sur quelque chose qui vous passionne. Là. C'est un peu ça l'avantage du podcast, là, c'est qu'on peut trouver un public très niché. Là. Il s'agit juste de cibler un public précis. C'est pas tout le monde qui fait des podcasts là, à la Mike Ward puis qui vont chercher un auditoire incroyable. Pas obligé de parler d'humour ou de hockey. Là. Si vous choisissez un thème un peu plus précis, ben il y aura quelqu'un à l'autre bout pour... c'est sûr que moi, j'ai un public un peu captif là, dans un cours. Là. C'est ça l'avantage, là, mais vous pourrez faire un autre podcast. D'ailleurs, on raconte que toutes les fois que quelqu'un éternue, il y a un podcast qui naît en ce moment. Là, il y en a pas mal des podcasts. Donc, ce serait tout pour cette semaine. Nicolas, est-ce que tu vas être là demain en classe? Je vais être en synchrone sur Zoom. Synchrone sur Zoom, vous êtes plusieurs à faire ça. Sinon, en podcast, on se retrouve vendredi pour un autre épisode où je vous donnerai les instructions concernant mon TP2. Puis après ça, ça ira à l'autre côté, de l'autre côté de la semaine de lecture. Avez-vous un voyage prévu à la semaine de lecture? Est-ce qu'on je retourne chez mes parents. Oui, c'est ça. Je retourne voir la famille. Coin? Rigaud.
C'est en revenant de Rigaud, moi je connais une Il y a vieille une toune, chanson, Ouais, c'est la ça frontière faisait- ontarienne. Je vous la ferai Ça, c'est pas, moi. là, mais je ferai pas des petits sons. Il y avait des petits sons qui accompagnaient de ça. À la frontière ontarienne, Ouais. bon voyage. Merci. À Rigaud, amusez-vous bien. Profitez de la semaine de lecture. Je m'adresse à tous mes étudiants et étudiantes. Profitez de la semaine de lecture pour encore une fois communiquer avec les membres de votre équipe, redynamiser les travaux. Je comprends qu'il y a eu une pause là, depuis le TP1, mais c'est le bon moment là, de relancer tout ça. Là, puis assurez-vous que le TP2, les travaux sont bien entamés, bien lancés. Là. Puis vous assurer que tout est planifié, puis qu'il y aura moyen de déposer ça en bonne et due forme et au bon moment. C'était Nicolas Cadieux qui était avec moi en studio. Merci encore, Nicolas. Ah ben de rien, j'aimerais juste faire une dédicace à ma blonde qui va sûrement l'écouter. Salut Louisanne. Salut, ben oui, elle va écouter ça. Vous n'êtes pas si nombreux que ça à écouter les podcasts. Louisanne, c'est ça? Oui. Salut Louisanne. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été là cette semaine. On lâche pas, la session avance. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.